Une demi-heure ensemble pour revoir et commenter l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue sur Noah pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Et bienvenue à notre invité. Bonsoir Patrick Seguin. Bonsoir Azan. Je vous en prie, installez-vous. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Gironde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on commence, si vous le voulez bien, avec cette image qui était au cœur de l'actualité cette semaine. La mobilisation contre la réforme des retraites. Plus de 800 000 personnes ont manifesté à travers le territoire. Grosse mobilisation à Bordeaux également, avec 20 000 manifestants d'après la préfecture. Tous disent non à cette réforme qui prévoit un système universel pour remplacer les 42 régimes de retraite actuels. Une réforme dont on ne connaît toujours pas la silhouette. C'est peut-être ça qui inquiète les Français. Je pense, oui, parce que même si on se penche avec des connaissances de ces dossiers pour essayer de comprendre, moi je reconnais, j'ai rien compris. Donc le commun des mortels qui est dans la rue et qui se pose la question de savoir comment sa retraite va évoluer, et il aura du mal à comprendre. Et puis, j'avoue que je suis quand même surpris des conseillers auprès du gouvernement qui proposent de lancer cette réforme quelques jours avant Noël. Je veux dire que c'est une faute de communication énorme. Si on faisait ça dans nos entreprises, on ne vivrait pas longtemps. Donc, je pense le bon calendrier. Non. En plus, l'impact sur le commerce, moi j'ai été alerté le lendemain de cette manifestation par nos associations de commerçants. Il y a des commerçants qui ont perdu 60% de leur chiffre d'affaires au moment où ils sauvent l'année, après une année très difficile avec les gilets jaunes. Donc, un peu de bon sens, quoi. Cette réforme, elle est nécessaire parce qu'on a trop de systèmes différents, mais il faut respecter un calendrier qui puisse donner le temps aux gens posément d'étudier les solutions et puis surtout que ça soit gagnant-gagnant, qu'il n'y ait pas de perdant dans cette affaire. Alors, le Premier ministre doit dévoiler cette réforme en milieu de semaine prochaine, mais face au nombre, est-ce que le gouvernement est-ce qu'il peut plier ? Je ne crois pas que le gouvernement doit plier. Les réformes que fait ce gouvernement, elles sont nombreuses. Il y a eu la loi NOTRe, la loi Pacte, la réforme sur la formation, la réforme des retraites. Et c'est des réformes qui auraient dû être faites depuis longtemps. Donc il faut transformer notre gouvernement, mais il y a une façon de s'y prendre, il y a une façon d'expliquer. Il faut prendre le temps de recevoir les différentes corporations, d'expliquer et de voir de quelle façon les personnes qui ont basé leur vie en fait pour avoir un niveau de retraite à un moment donné puissent de dire bon mais ça serait un nouveau contrat mais j'aurai la même retraite et je me suis pas fait avoir, excusez-moi l'expression, mais certaines personnes qui sont dans la rue, ils ont peur de se faire avoir, c'est aussi simple que ça. Alors vous parliez de l'impact sur les entreprises. La grève interprofessionnelle a paralysé une grande partie du pays, une paralysie qui pourrait bien se prolonger. Pas de train, ni de bus, ni de tram. Les employés ont dû s'organiser pour se rendre dans leurs entreprises. Je vous propose un tour d'horizon de sociétés bordelaises. Le monde de l'entreprise a dû s'adapter face à la manifestation interprofessionnelle, comme ce cabinet bordelais spécialisé dans les brevets industriels, une organisation spéciale pour les 12 salariés juristes ou ingénieurs, afin de ne pas tourner au ralenti. Nous avons élargi la plage horaire du travail aujourd'hui, le matin et le soir. Ils sont venus soit à vélo, soit en moto, soit par les transports en commun. Et nous avons une procédure de télétravail au cabinet que nous avons implantée depuis quelques années et que nous avons utilisée aujourd'hui. L'impact de la grève dans les transports nous emmène gare Saint-Jean. Le début des perturbations de la veille s'est confirmé aujourd'hui. Aucun TER en circulation et seulement 3 allers-retours Bordeaux-Paris en TGV. Des solutions alternatives, comme des autocars, ont été mises à la disposition des passagers. Direction à présent vers l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, 70 vols annulés, dont la majorité sur les lignes domestiques. Une compagnie comme Air France a réduit de 30% ses vols intérieurs. Sur la route enfin, dans l'agglomération bordelaise, seulement 35% de bus en circulation avec un délestage pour éviter le centre-ville et 28 rames de tramway proposées aux voyageurs, soit un peu moins de 30%. On a adapté l'offre transport en se focalisant notamment sur les 3 lignes de tramway et sur les lignes structurantes de bus, notamment des principales lianes. Si Keolis parie sur un retour à la normale demain, cela ne pourrait être que temporaire car les perturbations sont à craindre sur les rails et dans les airs.
Patrick Seguin, vous êtes chef d'entreprise. La grève, c'est l'ennemi des affaires? Oui, parce que de toute façon, pour pouvoir faire fonctionner une économie, faire fonctionner le monde en général, il faut pouvoir avoir accès au transport, il faut pouvoir avoir une liberté de mouvement. Et c'est vrai que cette grève qui, je ferai remarquer, a été tellement programmée que de toute façon, même s'il y avait des transports, on a constaté que dans le tram notamment, il n'y avait personne. Parce que les gens ont pris leur disposition. Ils ont pris leur disposition. Le jour de la première journée de grève, le 5, il n'y avait personne dans les rues. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs que chez les commerçants, il n'y a personne. Donc c'est certes la nécessité de marquer, c'est le désaccord au niveau de cette réforme des retraites, mais il faut aussi que le pays puisse fonctionner, surtout avant une période cruciale pour le commerce, et les entreprises doivent pouvoir travailler normalement. Et les transports qui sont préprogrammés pour s'arrêter, moi je trouve ça quand même assez surprenant qu'on en soit à ce point-là. Je suis actionnaire, enfin la Chambre de commerce est actionnaire et je suis vice-président de l'aéroport. Les compagnies aériennes avaient préprogrammé le fait qu'on n'ait pas d'avion. J'ai quand même un peu l'impression qu'on marche sur la tête. Alors heureusement, on a changé d'époque, des solutions existent, le télétravail, le covoiturage, il faut prendre ces dispositions aujourd'hui. Oui, alors ces dispositions, elles ont déjà été prises dans le cadre de l'aménagement du territoire et de la prise de conscience des contraintes environnementales. Et je crois qu'au moins, s'il y a un avantage sur ces périodes de grève, c'est que ça fait réfléchir les entreprises, réfléchir les Français à d'autres solutions de transport. Et on n'avait jamais vu autant de vélos sur le pont de Pierre et sur les quais, par exemple, à Bordeaux. Et ça donne des idées à des gens qui n'auraient jamais pensé venir travailler en vélo. Et pourquoi pas, par exemple. Mais bon, c'est épisodique, c'est pas satisfaisant sur la durée. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que nous avons une grève qui a été très suivie le 5, et le lendemain, le Premier ministre a annoncé des choses très, très claires, avec un calendrier, avec une rencontre pour lundi prochain avec l'ensemble des syndicats. Aujourd'hui, il faut que les syndicats prennent leurs responsabilités. On est dans un pays où on a la chance de pouvoir être dans la rue et puis être représenté par des syndicats. Il faut que les syndicats prennent leurs responsabilités comme les syndicats des pays d'Europe du Nord savent bien le faire, et discuter, défendre le bout de gras, comme on dit, et ensuite revenir devant les Français en disant on a obtenu ça, et puis après, il faut avancer. Alors d'après un sondage Harris Interactive pour France Info, 7 Français sur 10 soutiennent cette mobilisation contre la réforme des retraites. À Périgueux, en Dordogne, la manifestation a rassemblé des milliers de personnes, ce qui est plutôt notable pour cette ville. Parmi elles, des profils et des revendications très variées. Les syndicats avaient ressorti les chansons habituelles. Grosse mobilisation ce matin à Périgueux. Au moins 5000 personnes ont manifesté contre la réforme des retraites, avec un panel de professions très variées. Je suis cheminote. Je suis fonctionnaire de la fonction publique hospitalière. Prof. Agent d'entretien dans les écoles. Retraité. Les cheminots ouvraient le cortège. Pour eux, le projet de retraite universelle à points doit être retiré et leur régime spécial maintenu. Quand je suis embauché il y a 25 ans, j'ai signé pour un tel contrat. Je travaille de nuit, les dimanches, les fêtes, donc je pense que j'ai droit à bénéficier d'une retraite qui soit convenable, quoi. Au milieu du cortège, de nombreux professeurs. Dans l'académie de Bordeaux, un enseignant sur 2 était en grève aujourd'hui. Ceux qui manifestaient se sentent trahis par cette nouvelle réforme. Je suis agrégée, ça fait 23 ans que je travaille, temps complet tout le temps. Je touche l'équivalent de 2 SMIC,3 et là on me promet de perdre plus de 1000 € à ma retraite. Mais la réforme des retraites n'était pas la seule inquiétude. Pour beaucoup, cette manifestation était l'occasion de porter d'autres revendications. Dénoncer les conditions défavorables dans lesquelles on travaille à l'hôpital. On est vraiment en manque de personnel, on travaille avec des moyens qui ne sont pas acceptables en France. On est épuisé. Même fatigue du côté des pompiers. Certains ont bravé l'interdiction de manifester de leur hiérarchie. Ils risquent une lourde sanction. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la revalorisation de notre métier, nos gardes de 24 heures qui sont rémunérés que 16 heures, où on est en sous-effectif permanent. C'est limite si on n'arrive pas à un point, un burn-out. À la fin du cortège, plusieurs partis politiques, quelques gilets jaunes participaient également. On le voit, quelques gilets jaunes. Est-ce que vous craignez leur retour ?
On craint toujours le retour parce que ça amène beaucoup de problèmes au niveau de la société en général, mais il ne faut pas oublier d'où vient cette colère. Cette colère qu'on a vue là, il y a tout le monde. Et donc il y a une colère générale d'insatisfaction parce que lorsqu'il y a eu le début des Gilets jaunes, il y a eu certes sur le terrain énormément d'échanges, etc. Mais aujourd'hui, les gens disent mais quelle est la réponse? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? On est dans un problème de société où les gens veulent être, le commun des mortels, il veut être écouté et pas que tous les 5 ans pour les élections. Et donc moi c'est ce que j'ai entendu quand j'ai rencontré les gilets jaunes sur le terrain. C'est on est obligé d'aller habiter de plus en plus loin parce que c'est de plus en plus trop cher. Il faut mettre de l'essence, c'est de plus en plus cher. On met 2 heures pour venir travailler le matin. En plus, on paye pour ça en mettant de l'essence dans la voiture. Donc, c'est un refus de ce système. Et nous, qui avons une responsabilité économique et ceux qui ont des responsabilités politiques, notamment en ce moment, à la période électorale, il faut qu'ils aient des réponses concrètes à dire aux gens. La personne qui habite à Saint-André-de-Cubzac et qui met 2 heures pour venir travailler tous les jours, si elle n'a pas de réponse à ce problème-là, on aura toujours les gens dans la rue. Alors ceux qu'on a un peu moins vus dans ces cortèges, ce sont peut-être les agriculteurs. Ils ont pour la plupart suivi le mot d'ordre de la FNSEA, le syndicat majoritaire, qui appelait à ne pas manifester, estimant que les agriculteurs avaient peut-être à y gagner avec cette réforme des retraites. Mais vous allez le voir, tous les syndicats agricoles ne sont pas d'accord. Après les espoirs déçus de la loi Egalim, place à la réforme des retraites. La Confédération paysanne appelle à manifester car elle tient à défendre le portefeuille de la profession. On ne veut pas accepter n'importe quoi à n'importe quel prix. Nous sommes là, nous avons des idées à porter. Nous, Confédération paysanne, les salariés aussi de leur côté. Chacun a envie que ça s'auto-construise, cette réforme des retraites, que le gouvernement seul ne soit pas en position de proposer, avec sans doute l'agro-industrie et d'autres, une réforme des retraites dont nous ne voulons pas. La FNSEA, en pleine négociation avec le gouvernement sur les marchés à l'export, ne se mobilisera pas ce jeudi. Sa présidente l'a annoncé mardi à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre. Nous ne nous associerons pas au mouvement du 5, nous portons nos revendications agricoles. Nous espérons que la réforme sera bénéfique. Un jeudi noir sans la FNSEA et sans la coordination rurale, majoritaire en Haute-Vienne. Le président de la Chambre d'agriculture issu de cette organisation valide une amélioration de la condition des futurs retraités du secteur. On a l'impression que ça va dans le bon sens. Alors ça ne va peut-être pas corriger toutes les inégalités, mais pour une fois, et malgré toutes les demandes de tous les syndicats de revaloriser les retraites, et ça, il faut bien voir la finalité, aujourd'hui, il y a un pacte qui est enclenché. Et est-ce qu'il sera finalisé? Là, on est encore dans le doute. Avec la future réforme des retraites, la pension minimum passerait à 1 000 €, ce que confirme le député de la Creuse Jean-Baptiste Moreau qui déclare, je cite, « On passerait à 85% du SMIC et le gouvernement s'engage même à revaloriser les actuels retraités agriculteurs. » Pas sûr que ces annonces rassurent l'ensemble du secteur. Patrick Seguin, on referme cette page consacrée à ce jeudi noir pour nous intéresser à cette problématique qui touche les commerçants corréziens. Ils vont en effet devoir redoubler de vigilance car depuis quelques semaines, des faux billets utilisés normalement par le cinéma sont en circulation dans le département. Une des dernières arnaques a eu lieu dans ce bureau de tabac de Tulle. Le 21 novembre dernier, il est 14 h quand 2 jeunes demandent au buraliste d'échanger 2 billets de 10 € contre un billet de 20. Dès que j'ai pris les 2 billets, je me suis aperçu que c'était faux. Alors j'ai couru derrière, mais bon, j'ai pas pu les rattraper. Et puis voilà, c'est 32 ans de carrière. Peut-être la deuxième fois que je me fais avoir. Mais bon, j'ai préféré téléphoner au commissariat parce que je trouve que par rapport à mes collègues, ça peut marcher ailleurs. Ça a marché sur un ancien comme moi, donc ça peut marcher chez les autres. Quelques jours plus tard, d'autres faux billets utilisés normalement pour le cinéma sont retrouvés sur des personnes interpellées lors d'une agression. En ont-ils déjà utilisé? La police nationale appelle à la vigilance. À l'approche des fêtes, on a peur que ce genre de pratique soit de plus en plus fréquent. Il faut absolument que les commerçants ou que toutes les personnes qui soient engagées dans des transactions financières sachent que ces billets existent, que manifestement il y en a beaucoup, en tout cas potentiellement, et qu'ils sont facilement reconnaissables pour peu qu'on se donne la peine de les regarder. Des billets faciles à se procurer puisqu'ils se vendent sur Internet. Pour les éviter, la police indique sur sa page Facebook comment les reconnaître.
Au-delà du toucher, du fait qu'il n'y ait ni la bande filigrane ni les hologrammes quand on les regarde à travers, il est surtout écrit ici en rouge « propre copie ». Les mentions « propre copie » ou « movie money » doivent alerter. Une arnaque qui peut coûter cher, jusqu'à 150 000 € d'amende et 10 ans de prison pour détention et mise en circulation de billets factices. À l'approche des fêtes de Noël, ça s'annonce compliqué pour certains commerçants. Oui, en même temps, il faut être prudent. De toute façon, quand on est commerçant ou chef d'entreprise, les arnaques, il y en a dans tous les domaines. Là, on a bien vu avec la présentation de la police que c'est quand même des copies grossières. D'abord, il y a de moins en moins de gens qui payent en liquide. Si on paye déjà avec un billet assez important, il faut se poser la question. Il y a aussi des arnaques sur Internet, des fausses propositions en termes de communication, en termes de publicité, etc. Le seul message qu'on peut dire aux entreprises, en général, c'est d'être prudent et s'il y a un risque, surtout, d'appeler la police ou d'appeler les chambres consulaires parce qu'on a des collaborateurs qui sont formés pour ça, pour voir s'il y a un risque. Alors, ce reportage a été tourné en Corrèze. À Bordeaux, les commerçants n'ont pas été touchés par ces faux billets. Non, je n'ai pas entendu parler de ça. Je n'ai pas été en tout cas alerté de ce problème-là sur Bordeaux. En tout cas, ils vont devoir redoubler eux aussi de vigilance. Est-ce qu'il y a des machines qui permettent aussi de vérifier ces billets ? Oui, il y a des machines, c'est des machines qu'il faut se procurer effectivement. Et puis surtout, inciter avec les cartes contact. Aujourd'hui, on peut tout payer, même si ça coûte un petit pourcentage. Mais ce petit pourcentage, on achète la sécurité aussi. Et là, à l'approche des fêtes de Noël, quel est l'état d'esprit des commerçants de Bordeaux ? Alors sur l'état d'esprit en général, il est inquiet et morose puisqu'ils ont fait une très bonne arrière-saison après la période des Gilets jaunes où ils avaient énormément perdu. Et d'ailleurs, on les a indemnisés. On a indemnisé 225 commerçants à hauteur de 1 230 000 €. Donc je pense qu'on a fait le job pour la Chambre de commerce avec l'aide des collectivités qui ont financé. C'est le Conseil régional, la métropole et la mairie qui ont financé, et nous-mêmes. Et je pense qu'on a fait le job, comme on dit, parce que c'était des périodes compliquées. Donc tout le monde disait ouf. Et puis les chiffres que je vous ai donnés sur la première journée de grève, moins 40 à moins 60%, il n'y avait personne dans les rues. Donc moi, je lance un appel aux gens qui veulent faire leurs courses pour Noël. Venez en ville, venez dans vos commerçants, parce que d'abord, les défilés, ils sont canalisés, ils sont à un endroit précis, et la ville continue à vivre. Et vos commerçants ont besoin de vous. Et vous aurez besoin de vos commerçants demain, sinon demain on achètera tous sur Internet et c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour le commerce. Alors, autre sujet également à la une de l'actualité cette semaine, en Nouvelle-Aquitaine, l'inquiétude des fabricants de porcelaine de Limoges en réponse à la taxe sur les géants du numérique instaurée par le gouvernement français. L'administration de Donald Trump veut surtaxer jusqu'à 100% certains produits, dont la porcelaine. Ils étaient en veille depuis plusieurs mois et ça y est, la mauvaise nouvelle est tombée. L'échéance est au 14 janvier 2020. La porcelaine pourrait être taxée par les États-Unis 10 fois plus qu'aujourd'hui en réponse à la fiscalité française imposée aux géants américains du numérique. Les producteurs, comme ce fournisseur de grandes marques, sont forcément inquiets. Mais les conséquences, c'est tout un marché qui représente peut-être 30% pour certains de nos clients qui peut, je ne sais pas, quand vous avez des produits qui vont doubler, parce qu'il faut juste dire ça, qui vont doubler. C'est déjà pas facile de vendre des produits de luxe. Michel Bernardo, qui possède un magasin à son nom au cœur de New York, a lui aussi vécu la nouvelle comme un choc. Joint par téléphone, il juge cette menace très grave. De son côté, le président de l'Union des fabricants de porcelaine de Limoges reste prudent, mais il craint de perdre son meilleur client. Les produits que nous revendons, en fait, représentent à peu près 2,5 milliards de chiffre d'affaires au niveau de la filière. Donc ce serait catastrophique et là ce serait un coup d'arrêt quasi immédiat, je dirais, à l'activité porcelainière, sachant que les entreprises travaillent à entre 30 et 60% à l'exportation pour les États-Unis. Selon lui, les fabricants doivent être solidaires et faire front. Il pensait que l'indication géographique protégée épargnerait la porcelaine. Ça a rassuré les clients aussi, puisqu'aujourd'hui ils ont la certitude que le produit marqué porcelaine de Limoges est bien marqué Limoges. Donc ça risquerait en un revers de main balayer tous ces efforts. Les consultations autour de la taxe s'étendent jusqu'à la mi-janvier. Les porcelainiers espèrent désormais que la diplomatie fera son œuvre. Patrick Seguin, il n'y a pas que la porcelaine qui est concernée, également le champagne, le roquefort. En octobre, c'était les vins. Donald Trump s'attaque à l'excellence française.
Je crois surtout qu'il faut remettre ça à l'origine, c'est que là on est en train de régler un problème qui était une attaque des États-Unis par rapport à l'aide de l'Europe auprès d'Airbus et la concurrence avec Boeing. C'est quand même extraordinaire qu'on arrive à mettre en difficulté des produits made in France parce qu'il y a un conflit international sur l'aviation. Là, il faut que nos gouvernants prennent le téléphone et appellent le président américain pour essayer de le faire changer d'avis. Si toutefois on peut faire changer d'avis un homme comme ça, mais ça c'est mon avis personnel. Mais il faut aussi se rendre compte que ça va impacter beaucoup de filières françaises et le savoir-faire français. Moi, je suis président de Vinexpo, qui appartient à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. On a un Vinexpo New York tous les ans. Est-ce qu'on va aller à New York ? C'est une question. Et nos vins sont taxés à un point qu'ils vont peut être concurrentiels sur la planète du vin. Nous sommes en concurrence mondiale aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle est votre position alors ? Faut-il y aller à New York ? De toute façon, nous, on va aller à Hong Kong malgré les contextes sociaux à Hong Kong parce qu'on ne veut pas lâcher nos amis hongkongais. Et on ira à New York parce que nos clients ont besoin de nous pour être présents sur la planète en fonction de leur marché. Mais ce qu'on espère, c'est que nos gouvernants vont faire revenir en arrière ces décisions ubuesques. Alors on reste au chapitre économique avec cette idée dans l'air du temps, une déduction fiscale pour les achats d'occasion. Portée par 2 patrons de sites de vente en ligne, l'idée est débattue en ce moment même à l'Assemblée nationale. On regarde. Redonner une seconde vie à ces vieux objets, c'est ce qu'a choisi de faire Michel en donnant ces 2 sièges. Les outils peuvent servir quand même plusieurs fois. C'est pas parce que quelqu'un s'en sert plus. Demain, leurs futurs acquéreurs pourraient bien bénéficier d'un crédit d'impôt de 15%. Gagner de l'argent en achetant d'occasion, une mesure portée par un Niortais, le patron de la Camif, associé à celui du Bon Coin. Il y a un Français sur 2 aujourd'hui qui achète d'occasion. Et donc l'idée, c'est d'accélérer et de favoriser les comportements d'achat vertueux pour que la consommation soit plus responsable et qu'on accélère cette transition vers l'économie plus soutenable. Tendance ou nécessité, les achats de seconde main gagnent du terrain. Textile, vaisselle, électroménager, seuls les meubles restent sur le carreau. Trop volumineux, trop démodés, mais la mesure a tout prévu. Toucher aussi les réparateurs comme Régis, qui chinent pour le plaisir de vieux meubles à restaurer. Je pense que ça peut être une bonne incitation à acheter des meubles d'occasion et puis les restaurer, les repeindre, que ce soit des tables, du mobilier, quel qu'il soit. De l'argent public pour favoriser les transactions, certains y voient une proposition cousu main pour les grands noms du commerce en ligne. C'est le cas à Emmaüs, où l'on ne partage pas vraiment l'idée d'une mesure jugée mercantile. Il va y avoir des marchands. Est-ce que les marchands doivent avoir un abattement fiscal quand ils achètent quelque chose pour le revendre ? Ça pose quand même une question, quoi, je ne sais pas, mais on va trouver un public de chineurs qui peut être dans une population relativement aisée, qui collectionne. Est-ce que ça va être l'abattement fiscal qui va être la motivation ? Je ne sais pas. Et puis aussi tout un public de gens qui ont besoin. Reste qu'en ces temps d'économie à tout crin, difficile de créer une nouvelle niche fiscale, et qui plus est, à aussi grande échelle. C'est une bonne idée, d'après vous ? C'est une bonne idée de faire ça, effectivement, parce que moi, je prône la croissance raisonnée et raisonnable. Donc, la croissance raisonnée et raisonnable, c'est celle où, à chaque acte que l'on fait au quotidien, que ce soit un particulier ou un chef d'entreprise, on doit se poser la question de savoir quel est l'impact de ma décision sur l'environnement et sur la société. Donc, ça, c'est une excellente idée. Je rappelle que la Camif, on le présente aujourd'hui comme une nouveauté, ça existe depuis au moins 5 ans. Mais je préférais qu'on éduque les gens sur cette démarche environnementale et de récupération plutôt qu'une énième niche fiscale, alors qu'on est en train de dire qu'il faut réduire les niches fiscales. Donc je ne suis pas favorable à cette niche fiscale qui va encore être comme une niche justement pour une partie de la population, et puis les autres diront et moi. Non, je crois que ce qu'il faut, c'est que tout le monde se pose la question, quand on a un produit dans les mains, qu'est-ce que j'en fais ? Au lieu de le mettre à la poubelle, il peut peut-être resservir. Alors on change de registre avec ce témoignage, celui d'un couple qui a placé un membre de sa famille à l'EHPAD du Mont à Aubusson dans la Creuse. Les conditions de vie se sont révélées désastreuses. Aujourd'hui, le couple tire la sonnette d'alarme.
Des locaux vétustes, mal tenus, imprégnés d'une odeur d'urine. Voilà le quotidien des résidents de l'EHPAD du Mont. Des résidents parfois consignés dans leur chambre, comme l'a constaté Anne-Marie Vigneault lors d'une visite à sa mère, placée ici depuis 4 ans. On m'a répondu, on est tellement peu de personnel que nous laissons les gens au lit, ils mangent sur leur table au lit. Alors moi, j'en suis restée vraiment stupéfaite. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a qu'une douche toutes les 3 semaines ? Non, c'est même pas vrai, quoi. Il n'y a pas plus de douche du tout, on n'a plus le temps d'en faire. On en fait quand vraiment on est obligé, quand le résident, quand il est tellement souillé qu'on ne peut pas faire autrement, et ça nous met en retard. Dans les coulisses de l'EHPAD, il ne se passe pas une journée sans qu'un salarié craque et les burn-out se multiplient. Il y a 3 mois, la direction a réduit les effectifs de 40% et remercié les contractuels. Conséquence, une seule personne pour s'occuper de 20 résidents en moyenne, une situation dont le couple est bien conscient. 3 employés pour 76 résidents. Comment voulez-vous qu'ils s'occupent de faire manger les résidents, de servir les plateaux, de faire le ménage, de faire les soins? C'est impossible. Souvent, les familles se plaignent à nous. Et là, ça a tellement été fulgurant, la baisse de personnel, que les familles se sont rendues compte que c'était pas nous, quoi, qu'elles nous voyaient courir partout. Et c'est pas la seule famille qui se plaint. Il y en a d'autres sur Saint-Jean. Enfin, c'est une colère qui est ciblée envers la direction. C'est justement ce qu'a fait Patrick Vigneault, qui a même écrit au ministère et à la préfète de la Creuse. Et il ne compte pas s'arrêter là. Les personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie ne méritent pas de finir leur jour dans cette EHPAD. Je dis cette EHPAD, mais sur Limoges, ça existe aussi, ce problème-là. Donc je me battrai jusqu'à ce que les employés obtiennent quelque chose et que les résidents soient mieux... comment dirais-je, je me rappelle, je suis tellement énervé que, vous voyez, sois mieux considéré, quoi, voilà. La direction, quant à elle, n'a pour l'instant répondu ni aux familles ni aux médias. En revanche, l'Agence régionale de santé s'est engagée à donner quelques explications dans les jours qui viennent. C'est maintenant l'heure de l'instant web sur Noah et dans cette émission, on aime bien repérer ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cette semaine, je vous propose cette vidéo très attendrissante. Vous allez le voir tourner à Aurillac du Périgord en Dordogne. Une brebis a donné naissance à 5 agneaux, un phénomène exceptionnel. On regarde. Alors je vous présente Championne, c'est 5 petits, c'est exceptionnel. La moyenne est à 1,6, la moyenne sur l'ensemble du troupeau. C'est pas forcément souhaitable parce que c'est du travail en plus derrière. C'est pas quelque chose qu'on recherche, mais c'est une grande fierté parce que ça veut dire que la mère a été bien nourrie. Vous voyez, on voit qu'il a le ventre bien rond là, ici. Donc ça veut dire qu'il a bien mangé. Il a le ventre bien rempli. Et au biberon, il ne boit pas beaucoup, ça veut dire que la mère a assez de lait pour l'instant. Ça a le mérite de vous faire sourire. Oui, belle histoire de Noël. Alors avant de se quitter, je vous propose de regarder quelques images de la 33e édition du Téléthon qui se déroule ce week-end en partenariat avec France Télévisions. Ce soir d'ailleurs, rendez-vous sur France 2 pour la traditionnelle grande fête du Téléthon. Et pour faire un don, un seul numéro, le 36-37. Ça vous interpelle, vous avez un engagement associatif assez prenant depuis plusieurs années. Vous connaissez tout. Oui, effectivement, avec mon épouse, nous sommes famille d'accueil d'une belle association qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque et qui accueille depuis maintenant 20 ans des enfants qui viennent de pays où on n'a pas les compétences pour opérer à cœur ouvert, des malformations cardiaques graves. Et ces enfants, s'ils sont opérés, ils vivent. S'ils ne sont pas opérés, ils meurent. C'est aussi simple que ça, malheureusement. Et nous avons opéré depuis la création de cette association 3500 enfants. Et nous fêtons cette année les 15 ans de mécénat chirurgie cardiaque à Bordeaux. Et nous sommes famille d'accueil où nous prenons chez nous pendant 2 mois minimum un enfant qui vient chez nous. Et là, nous avons un petit garçon qui s'appelle Elias, qui a 3 ans et demi, qui vient du Burundi
et ses parents sont agriculteurs dans la brousse. Donc c'est vraiment, il a tout découvert en même temps. Il a été opéré mardi matin d'une opération lourde, c'est plus de 5 heures d'opération, et il va bien, et il va rentrer chez nous lundi, et nous allons le garder pendant 2 mois, et il va repartir chez lui en pleine santé. Et on lui souhaite beaucoup de bonheur pour Merci, la suite. Merci. Merci Patrick Seguin de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je le rappelle, vous êtes le président de la CCI de la Gironde. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Passez une très belle semaine sur Noah.